petite introduction par rapport à Nicolas. C'est un conseiller indépendant dans l'immobilier, dans le secteur de Roche-sur-Yon, donc dans le pays de la Loire. Il est justement dans le réseau des Asti. Il est là justement pour parler un peu de ses réussites, ses échecs, justement de tout ce qu'il a vécu donc dans son parcours immobilier, mais aussi avant peut-être. Euh, et donc, ça, c'est dans le but toujours d'aider les agents immobiliers à se développer. Et donc, bonjour Nicolas, encore une fois, et bienvenue au podcast Limopod, où justement on parle de l'immobilier avec les agents immobiliers, avec les pros de l'immobilier. Donc, bienvenue. Et bonjour, merci Bonjour, de bonjour. me recevoir, c'est sympa. Yes. Bah, du coup, je pense que le meilleur endroit pour commencer, ce serait vraiment de parler un peu de toi, de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant d'être agent immobilier, comment ça a été en fait pour toi la reconversion. Euh, Parle-moi un peu de toi en fait. Ok, alors 1 heure, je ne sais pas si ce sera suffisant parce que j'ai un parcours assez atypique. Je m'appelle Nicolas, je suis sur La Roche-sur-Yon, dans l'immobilier depuis maintenant 5 ans. J'ai d'origine un bac comptabilité et un BTS tourisme. Je me suis retrouvé dans l'immobilier un petit peu par hasard. À 21 ans, je me suis retrouvé avec la problématique de vendre ma première maison. Et ça a été pas simple, hein, quand on n'y connaît rien, enfin un vendeur, pardon, qui n'y connaît rien, c'est pas simple. Mhm. Toutes les démarches, on ne vend pas une maison comme on vend une baguette de pain, hein. C'est pas simple de vendre par soi-même. C'est pas simple de comprendre aussi le jargon des agences traditionnelles. Et je me suis retrouvé donc avec la problématique de vendre ma maison. Malheureusement, l'agence qui avait le mandat à l'époque n'a pas réussi la mission. C'était très flou, ça manquait d'humanité. Il n'y avait pas le feeling entre nous en tant que vendeurs et l'agent IMO. Et je me suis retrouvé sur un salon de l'immobilier, il y a 6 ans, et j'ai rencontré deux réseaux, Safety et IAD. Deux réseaux d'indépendants qui, somme toute, fonctionnent de la même manière. On leur a donné rendez-vous le mercredi matin. Ils sont venus à la maison, ils ont pris tous les deux le mandat, donc en mandat simple. C'est pas cool, on va dire, à l'époque, avec du recul, Mhm. maintenant, je me dis que c'était pas sympa de ma part en tant que vendeur de faire venir deux concurrents de deux réseaux différents à la même date, à la même heure. Finalement, ils ont travaillé en très bonne intelligence, malgré le fait qu'ils étaient dans deux réseaux complètement différents. Ils ont travaillé ensemble. Et là où ça faisait 9 mois que la maison était en vente, en 15 jours, elle était vendue. De là, moi à l'époque, j'étais responsable d'une boutique de cigarettes électroniques où ça se passait super bien, j'avais un bon poste, une bonne équipe. Et de là, j'ai bien apprécié le côté humain de la personne qui m'a recruté, de Stéphanie, la personne qui a vendu notre maison avec le confrère de chez IAD. J'ai posé une semaine de vacances, je l'ai suivi sur le terrain, j'ai découvert le métier et ça m'a plu. De là, j'ai posé ma rupture conventionnelle qui a été acceptée. J'ai toujours gardé d'ailleurs aujourd'hui de très bonnes relations avec mon ancien patron. Et je me suis lancé dans l'aventure. C'était il y a 5 ans, c'était une autre période, on était avant Covid. J'ai démarré assez rapidement. Safety, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau. Donc aujourd'hui, on est quasiment 6000 conseillers. À l'époque, on était beaucoup moins. C'est un réseau qui propose des formations. C'est des formations, on va dire. Il y a de tout, hein. Il y a les formations pour les nuls, hein. Ça va être apprendre à dire bonjour, et puis les formations juridiques, des formations sur la prise d'offre, la prise de mandat, le closing. On a vraiment des formations pour tous les besoins, et c'est ça qui m'a plu aussi dans ce réseau, c'est l'accompagnement qu'on a du siège, et puis c'est un réseau quand même à taille humaine, même si on est maintenant 6000, on a toujours cette impression de ne pas être un simple numéro pour le siège, Mhm. donc c'est très intéressant. Et j'ai démarré assez rapidement. Après ma formation initiale, j'ai rentré mon premier mandat 3 jours après. Je l'ai vendu très rapidement. J'ai été très bien accompagné par la personne qui m'a recruté à l'époque. Et sur ma première année d'activité, j'ai fait 17 ventes.
sur une Mm. première année. J'ai été classé dans les espoirs déjà à l'époque. C'était très intéressant comme première année parce qu'on n'était pas sur une période qui était dense. Il y avait des acquéreurs, il y avait des vendeurs, mais on n'était pas sur une période Covid comme on a Mhm. connu, où les biens partaient sans diffusion, hein, très concrètement même. Donc j'ai bien carburé. J'ai ensuite déménagé, j'ai changé de secteur. On s'est rapproché, donc pour ceux qui connaissent, du Puy du Fou, Parc à thème. J'ai déménagé sur ce secteur-là. Très intéressant. On repart à zéro. Donc là, sur cette année-là, j'ai fait 10 ventes, euh, moins que l'année précédente. Et en parallèle de ça, j'ai commencé donc Safety, un petit peu comme IDAD et beaucoup d'autres réseaux aujourd'hui, ils proposent la possibilité de recruter, de former des équipes. Et de mon ancien boulot, moi, c'est ce qui me plaisait, c'était de travailler en équipe, travailler avec des gens de confiance et puis construire quelque chose, construire un état d'esprit, une envie d'avancer tous ensemble. Et j'ai commencé petit à petit à recruter des amis, de la famille, des gens, des anciens clients qui aujourd'hui performent plutôt bien pour pas donner de chiffres. Après, je ne sais pas si tu m'autorises à donner des chiffres, mais voilà, ils performent correctement aujourd'hui et on est sur un état d'esprit vraiment d'équipe et de travail en confiance. Et en parallèle de ça, on travaille quand même avec d'autres réseaux, d'autres mandataires, d'autres agents qui sont ouverts j'ai envie de dire, au travail en bonne intelligence. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut accentuer, surtout dans un marché qui en ce moment ralentit, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des acquéreurs, toujours des vendeurs. Il faut travailler en bonne intelligence. La fameuse phrase un petit peu bateau, il vaut mieux avoir 50% de quelque chose que Mm. 100% de rien. Mais il faut surtout aussi penser que quand un vendeur nous mandate pour vendre son bien, son appartement, sa maison, son terrain, euh, il nous fait confiance. Donc c'est à nous aussi de tout mettre en œuvre et de pas fermer des portes avec d'autres confrères, d'autres réseaux et voilà quoi, tout simplement. Travailler en bonne intelligence, c'est s'assurer d'une réussite future, Mhm. surtout dans la conjoncture actuelle. Yes, yes. Et du coup, quand tu parles tu parles plutôt de tes 5 années depuis le début donc en tant qu'agent immobilier. Tu avais fait 17 ventes première année. Deuxième année, c'était 10 ventes, si j'ai bien compris. Vivante, ouais. Et après, ouais. On stagne entre la troisième année, j'étais à une vingtaine, quatrième année, une quinzaine, et là, cette année, j'ai fait une petite année parce que des projets perso, je suis à seulement 8 ventes. Mais voilà, ça me fait à peu près un bon ratio. Mhm. Sur les 5 ans, ça me fait au moins une vente par mois. C'est pas déconnant quand on connaît le métier. Après, voilà, cette année, c'est un choix personnel d'avoir moins bossé. Mhm. Malgré tout, j'ai performé sur l'équipe, Voilà, où ouais. j'ai vraiment mis en œuvre le fait de construire une entité. Donc, on est en train là actuellement de vraiment se construire un nom, une identité, de fédérer, comme je disais à l'instant, des professionnels d'autres réseaux sans forcément aller les débaucher, parce que le recrutement dans l'immobilier est une part qui parfois peut faire peur, hein, de recruter et sur-recruter. Mais à l'arrivée, bah, quand on recrute quelqu'un, il a un réseau qui est complètement différent, Mhm. des amis, de la famille, des contacts qu'on n'aurait pas forcément eu nous-mêmes, et de s'ouvrir des portes annexes, bah, ça permet de faire du business, et c'est pour ça que cette année, j'ai réussi quand même à performer un petit peu D'accord. sur ce côté-là. Cool. Du coup, en fait, c'est au bout de ta troisième année ou de la deuxième année que tu as commencé à faire le développement d'équipe, Voilà. c'est ça? À partir de la deuxième année, j'ai recruté 3 personnes, deux sont encore en activité, et ensuite Mhm. c'est venu naturellement. Et aujourd'hui, j'ai une équipe, on va passer à une quinzaine début janvier. Donc là, on est 13, on a deux nouvelles recrues qui arrivent fin d'année et qui sont déjà dans le bain. C'est-à-dire que quand ils arrivent, nous, on veut vraiment qu'ils soient déjà intégrés à l'équipe. Donc ils découvrent la prospection, ils découvrent les rendez-vous vendeurs, la prise de mandat, les photos, les rendez-vous notaires, les dossiers de financement, les partenaires aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier d'immobilier,
on a des partenaires annexes, hein, donc tout Mhm, ce qui est courtier, courtier en travaux, artisan, marchand de biens. Je pense que il me mhm, semble que tu avais fait mhm, un épisode là-dessus. En fait, c'est des corps de métier. On peut pas exister sans les uns les autres et c'est important. Quand une nouvelle personne rentre dans le métier, connaissent déjà un petit peu toutes les ficelles, tous les partenaires et toutes les personnes qui vont aussi pouvoir apporter du business. mhm, Euh, alors ça peut faire un peu peur le mot business, mais voilà, encore une fois, le business, c'est apporter des solutions à des à des vendeurs problèmes. principalement Ouais. et à des problématiques aussi. Mhm, Et malheureusement, aujourd'hui, la tangente fait que on a eu des années Covid exceptionnelles en nombre de transactions. Dans tous les réseaux, on a vu des mandataires et même dans les agences, des agents qui ont surperformé. mhm. Aujourd'hui, ben, voilà, la problématique, c'est de faire comprendre que le marché est un petit peu en baisse sur certains secteurs et il faut faire comprendre aux vendeurs que bon, on peut plus se permettre de mettre des prix au vu des conditions d'emprunt aussi élevées qu'il y a 1 ou 2 ans. Mhm. Ouais, je comprends complètement. Et ça, je pense on pourra toucher dans le marché actuel, dans la conjoncture, dans tout ça, en fait, un peu plus loin dans le podcast. Avant d'y Ouais. aller, en fait, est-ce que tu pourrais me dire, en fait, avec ton expérience dans l'immobilier, qu'est-ce que tu penses qui a été le plus dur, en fait, pour toi, pour arriver là où tu es maintenant, en fait, après ces 5 années? Alors c'est un petit peu buggé, je suis désolé, j'ai pas trop bien compris la question. Si tu peux répéter, excuse-moi. Pas de souci, désolé. En gros, en fait, je voulais demander justement, avec ton expérience dans l'immobilier, qu'est-ce que tu penses qui a été le plus dur, en fait, pour arriver là où tu es maintenant? Le plus dur, le côté humain qu'on a tendance à sous-estimer. C'est un métier qui brasse énormément d'émotions, que ce soit avec les vendeurs, les acquéreurs. Quand j'ai commencé, le gros défaut que j'ai eu, c'est d'être trop gentil. Euh, je voulais absolument parler de problématiques et de solutions. Je voulais trouver des solutions des fois qui étaient complètement en dehors, euh, en dehors de mes compétences et de mes devoirs en tant que conseiller indépendant. Je vais prendre l'exemple, voilà, de passer une journée à essayer moi-même de trouver une panne sur une chaudière, appeler mon frère qui est dans le bâtiment pour qu'il essaye de m'aider parce que voilà, les propriétaires avaient pas trop de moyens, alors je voulais absolument aider. Finalement, voilà, j'ai financé la réparation parce que je voulais contenter vendeurs et acquéreurs. Je me suis retrouvé aussi à aller tondre la pelouse chez des clients parce que les vendeurs voilà, ne voulaient pas le faire et les acquéreurs voulaient absolument que ce soit fait et je voulais pas de séquestre notaire. Alors du coup, je me suis retrouvé à les tondre. C'est le côté humain à vouloir dire oui à tout le monde et à l'arrivée bah, de se faire un petit peu manger. Euh, c'est des choses. Après, j'ai pas envie de dire que c'est des échecs parce que c'est de l'expérience. On apprend hein, tous les jours. C'est un métier où on apprend continuellement, hein, que ce soit sur, bah, comme je disais, sur l'humain, même sur la technique. Donc ouais, je dirais que c'est l'humain qui a été le plus dur pour moi à gérer en début d'activité du moins. Et en début d'activité, même encore aujourd'hui, hein. Ouais. Malheureusement, voilà, quand on a malheureusement on touche à des situations qui sont parfois pas très simples, hein, des séparations, des décès, voilà, hein, des problèmes financiers comme je disais tout à l'heure, hein, des vendeurs qui vendent parce que bah, ils ont plus spécialement les moyens et ils Mhm. veulent repartir sur de bonnes bases. Donc on essaye de tout mettre en œuvre et parfois c'est très compliqué. Ouais, je comprends complètement, en fait. Et je pense que ça, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que je pense que tu es le premier agent immobilier à le dire. Enfin, j'ai pas parlé avec énormément de gens encore, mais je vois, en fait, justement, le fait de vouloir aider vraiment à tout prix. Donc, vraiment, traiter de l'herbe, traiter de la chaudière, de tout ça, en fait, pour tes vendeurs et acheteurs. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment incroyable de fournir des services en plus juste pour aider vraiment. Parce qu'au final, c'est ça ton but, c'est vraiment aider les gens. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas, en fait, cette idée, en fait, quand on parle des agents immobiliers. Souvent, ils pensent juste à la commission. euh, et je pense, en fait, en donnant cette valeur-là, en fait, que tu apportes, c'est incroyable, déjà.
Alors, je rebondis un petit peu sur le mot commission. Je vais redonner un petit peu un côté à l'équipe, aux gens que j'ai recrutés et formés. Les gens qui sont restés aujourd'hui dans mon équipe, quand je dis restés, c'est qui sont encore actuellement dans le métier. La première fois que je les ai rencontrés pour parler du métier, tous sur l'ensemble, vraiment la totalité ne m'ont jamais parlé d'argent. Il y en a, leur but c'était de performer, mais pas d'un côté financier, voilà, de faire un maximum de ventes, d'essayer d'aider un maximum de personnes. D'autres, c'était le confort au travail, de pouvoir gérer son emploi du temps, son planning et sa réussite personnelle. Et ça, pour moi, c'est un indicateur, c'est quand on a un minimum d'humanité et d'envie, on peut performer. Le métier d'agent immobilier, on a une image malheureusement à cause de certains médias qui est on ouvre une porte, on empoche 10 000 euros. Si c'était aussi simple, ben, tout Tout le le monde monde le le ferait. ferait. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que tout le monde n'est pas capable de gérer de l'humain, n'est pas capable de gérer de l'administratif, n'est pas capable aussi d'être indépendant, hein, de gérer son temps. Et il faut bien prendre en compte tous ces paramètres-là avant de se lancer. Le métier, c'est pas juste on ouvre une porte, on empoche une commission où il y a énormément de travail en amont. On parle souvent de l'iceberg où Ouais. l'iceberg, on voit le sommet de l'iceberg, voilà, les visites, les rendez-vous notaires, les photos, les annonces et puis la commission. Mais quand on redescend l'iceberg, ben, on voit tout le travail en amont et c'est du temps. C'est du temps. Honnêtement, moi, je suis très admiratif des personnes qui font une quinzaine de ventes par mois. On en a dans le réseau, même ceux qui rentrent 10 mandats par mois. Je suis admiratif parce que c'est pas un choix que j'ai fait. Je sais que au fond de moi, je sais que je suis capable d'aller sur ces résultats-là, mais derrière, j'ai aussi choisi d'avoir un confort. Je suis quelqu'un de très feignant, je l'assume. Voilà, quand je peux faire une grasse mat, je m'en cache pas. Après, par contre, quand j'ai des impératifs pour des clients, j'y vais. Et voilà, je sais que si j'étais un peu moins feignant, je pourrais aller chercher ces résultats-là. Mais voilà, j'ai mon confort, j'ai ma petite routine et voilà, j'ai choisi aussi ce métier pour. Je vais être très Donner cru dans mes paroles, cette mais pour liberté. qui, voilà, cette liberté qui fait ma vie, hein. De toute Mhm. façon, il y a pas de secret. Bah oui, non, c'est compréhensible. En fait, c'est un choix c'est une vision qu'on a de chacun. Chacun a une certaine vision et je pense que si tu vis ta vision et que tu vis genre une vie heureuse, disons, enfin, c'est la bonne approche, je pense. Cool. Bah en fait, j'ai vu également que tu étais manager or et tu étais dans le top Zafti sur le régional, donc le Pays de la Loire. Euh, comment t'as fait justement comment t'as réussi à arriver à ce top, à ce stand, disons? Euh, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place, qu'est-ce que tu penses qui étaient vraiment les points les plus importants pour y arriver en fait? Euh, Alors, j'ai envie de répondre deux choses. Déjà, la première, c'est un petit peu une comparaison au travail dit de l'immobilier avant de parler du recrutement, du management. L'immobilier, il y a un dicton qui dit qu'il faut semer pour récolter. Et j'ai transposé ça un petit peu avec les personnes que j'ai recrutées. C'est-à-dire que il faut, quand on dit qu'il faut voilà, semer la prospection pour récolter des mandats sur le long terme, ça va être un petit peu la même chose sur les personnes qu'on forme, qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'il faut leur donner. Leur donner, c'est leur donner du temps, les accompagner, répondre au téléphone, être disponible. Et sur les premières personnes que j'ai recrutées, je leur ai, enfin même aujourd'hui, encore aujourd'hui, les personnes que je recrute, que j'accompagne, déjà je leur offre les premiers flyers, les premiers panneaux, Hmm. les premiers outils marketing de communication. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on démarre dans l'immobilier, moi le premier, quand je me suis lancé, ben, voilà, pour ceux qui ont les avantages d'avoir du pôle emploi, on a quand même un revenu pendant X mois. Mais il faut pouvoir investir des panneaux, c'est pas donné, les flyers, c'est pas donné. Donc ça va être déjà ce premier accompagnement. Ensuite, pendant tout leur cursus de formation et bien avant, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'ils découvrent le métier et découvrent le Mhm. terrain avant même de faire la première formation safety. Et du coup, bah, voilà, pour la plupart, ils m'ont accompagné en visite, en découverte acquéreur, en découverte vendeur, en signature de mandat, en estimation. Et bah, à la fin de cette formation initiale, voilà, sur le terrain, ils peuvent se lancer et je suis là, je les accompagne, mais sans rien leur demander.
C'est-à-dire Mhm. que on a ce principe d'accord. Donc chez Safety, pardon, on appelle ça des accords team. Donc ça va être du partage de commissions, hein, tout simplement, ou du partage d'infos. On envoie une info à un collègue sur un territoire, on prend tant de pourcents, etc. Il y a des arrangements. Moi, j'ai fait le choix que toutes les personnes que je recrute et que j'accompagne, s'ils me demandent de l'aide, je leur demande rien en retour. Mhm. Parce que je sais que sur le long terme, ça va m'apporter du business, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais surtout, ça va m'apporter de la satisfaction de travail. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. C'est de l'accompagnement, j'ai envie de dire plus plus. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tous les vendredis, donc aujourd'hui on est le samedi 21, donc hier le vendredi 20, tous les vendredis on se retrouve chez les uns et les autres. Donc on tourne, on a mis un planning de prospection et on a choisi ce vendredi pour deux raisons. La première, c'est que du coup, ça permet de se retrouver en fin de semaine. Chacun a vécu sa semaine à sa manière, parce qu'on est Mhm. sur un métier où l'ascenseur émotionnel est très fort. Et voilà, pour certains de l'équipe, ils auront passé une super semaine, d'autres une semaine moins bonne, pour pas dire d'autres mots. Et du coup, ça remonte le moral de tout le monde. Il n'y a pas de jalousie dans l'équipe aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui fait la force. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de ma filleule et amie Léa Martin. Léa Martin, c'est 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année. C'est une personne, il y a un an et demi, a pensé reprendre un boulot à côté parce qu'elle avait du mal, parce qu'elle a eu des soucis dans sa vie, hein. La vie fait qu'on a tous des Mhm. soucis, voilà. Elle a eu du mal et cette année, bah, c'est 200 000 euros de chiffre d'affaires et pour autant, il n'y a pas du tout de jalousie. Tout le monde est très fier d'elle, tout le monde est content. Ces derniers temps, elle a eu des dossiers compliqués. Bah, on est tous là pour l'aider, l'accompagner et elle-même, la première, est là aussi pour remonter le moral. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de l'équipe, c'est l'accompagnement. Il n'y a pas de jalousie, c'est la sincérité et on est plus ou moins tous devenus ouais, des potes en fait. On se retrouve Mhm. le vendredi, on va prospecter, on se prend l'apéro, on rigole, on parle de boulot, on parle des clients qu'on a, on parle des nouveaux mandats qu'on a et du coup ça permet d'avancer en équipe. Et aujourd'hui, je pense que c'est la force. C'est la force, c'est ce qui fait notre force, c'est l'équipe, c'est de pouvoir avancer d'un seul bloc. Et petit à petit, ben, en dehors des personnes que j'ai recrutées et accompagnées, on a d'autres agents indépendants du réseau, même d'autres réseaux qui viennent nous voir, qui passent un temps avec nous, qui voilà, profitent aussi de cet état d'esprit et ça rebooste tout le monde. Et moi-même, Mhm. ça me rebooste tous les vendredis. Aujourd'hui, je vais pas le vendredi, clairement, je le dis, hein, ils sont tous au courant. Je vais pas le vendredi pour prospecter, et même quand ils viennent, quand c'est à mon tour, quand ils viennent sur mon secteur. Moi, ce qui me plaît, c'est de les voir tous réunis, de voilà, d'entendre qu'un tel a rentré un mandat, qu'un tel a eu une offre. Et ça, c'est plaisant en fait. On se satisfait de toutes les réussites de chacun, tout simplement. Ça, c'est trop bien ça. Je pense le fait d'avoir une équipe, d'avoir une petite communauté de personnes avec qui on peut raconter de notre vie, par exemple, raconter les problèmes qu'on a. Je pense que c'est très important parce que surtout quand on parle de l'entrepreneuriat en général, c'est dur en fait de vivre de nos propres moyens, de travailler enfin, pour nous-mêmes. On est Euh, seul, on est voilà. seul au fond, on est seul et la solitude c'est très compliqué quand c'est un métier où l'ascenseur émotionnel est très frustrant. Même quand on partage sa vie avec quelqu'un, la personne, la moitié n'est pas forcément au courant de tout Mhm. et de pouvoir parler avec des gens qui connaissent, c'est bénéfique. Bah oui, non, je comprends complètement en fait. Ça, c'est trop bien ça. Ok, cool. Bah, je pense que la prochaine étape, c'est si on parle un peu plus de toi personnellement avec tes résultats au cours de ces 5 dernières années. En termes de chiffre d'affaires, quel a été le mois en fait où tu as gagné le plus en fait en termes de vente ou en termes de chiffre d'affaires? En, Euh, en facturation TTC, Comme tu veux en fait, comme tu veux parce que je sais qu'il y a beaucoup de zones qui sont moins chères que d'autres. Ça va dépendre. Donc, si tu veux parler de vente, ça me va également. Juste pour avoir une idée en fait. le mois où j'ai fait le plus de ventes, donc c'était ma première année d'activité. J'ai plus les chiffres exacts, alors, là-dessus je suis très nul. On va dire ouais le mois où j'ai acté le plus de ventes, on était sur 5 ventes le même mois.
avec voilà, une commission moyenne à 8 000 euros. TTC, donc voilà, quand on déduit toutes les charges, voilà, on prend un abattement de 50%. Donc ça Mhm. fait effectivement, ça fait un bon salaire. Après, il faut savoir cagnotter aussi. J'ai pas de mal à parler chiffres, mais j'ai du mal comment dire, à dire que c'est un métier, oui, c'est un métier où on peut très bien gagner sa vie, mais c'est un métier qui est très incertain aussi. Et il faut le savoir. Mhm. C'est-à-dire que quand on se relâche, j'ai tendance à dire, et c'est ce que j'explique un petit peu à tous mes filleuls, et c'est ce qu'on voit aussi en formation aussi, je vais pas m'attribuer ce Mhm. discours, mais c'est un métier où on a plusieurs facteur de rentrée de mandat. Il ne faut pas oublier que la rentrée de mandat, c'est le nerf de la guerre pour un agent commercial, pour un indépendant et même pour un agent immobilier. On va avoir la prospection, on va avoir le relationnel, on va avoir les partenaires, on va avoir les anciens clients globalement. Et on a tendance, quand on commence à démarrer, vraiment à performer. On oublie d'activer certains rouages, on oublie de prospecter, on oublie de relancer Mhm. comme on dit, sa liste chaude et ça peut descendre très vite. Donc, c'est l'intérêt de toujours se renouveler, toujours recommencer. En fait, c'est un éternel cycle, hein, finalement. On rentre du mandat, on le vend, il faut y retourner. On rentre du mandat, on le vend, il faut y retourner. Et forcément, un mois, on va avoir 4 5 ventes. Le mois d'après, ben, on n'aura peut-être rien. Parce que Mhm. des dossiers, ça se décale, les conditions bancaires, surtout en ce moment, sont assez incertains. On a des dossiers qui lâchent. Il n'y a pas si longtemps, j'ai un collègue qui malheureusement a vendu une maison. L'acquéreur finançable, paiement comptant, aucun souci là-dessus, mais c'est le vendeur qui s'est retrouvé dans la problématique. Le notaire a décalé le rendez-vous, l'obtention de prêt pour le vendeur malheureusement a sauté, donc il ne pouvait plus vendre. Plus se permettre de vendre sa maison. Donc, c'est Mhm. délicat parce que d'un côté, on a un acquéreur qui, pour le coup, avait un financement comptant. C'est le vendeur qui pêche, chose qui était assez rare il y a quelques années. Ouais. Donc voilà, le financier, quand on gagne beaucoup d'argent un mois, il faut savoir cagnotter Bah et oui. éviter de se retrouver dans l'embarras sur des mois suivants. Mhm. C'est le métier d'entrepreneuriat, hein, finalement. C'est sûr que j'ai vu des agents commerciaux, des agents indépendants rentrer dans le réseau, commencer, performer, et puis ils vont vendre la maison de la tante, de la voisine, etc., de la famille, de l'entourage. Et puis ces petits rouages à côté, ils les ont jamais activés. Et puis 6 mois après, ils sont plus dans le réseau parce que ben, malheureusement, ben, ils ont tout bouffé. Ils ont bouffé tout l'argent qu'ils ont gagné. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément des mauvaises personnes. Mhm. Mhm. C'est pas forcément des gens qui ne savent pas travailler, mais c'est des gens qui n'ont pas eu suffisamment de recul sur les choses. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en garde, je pense. Oui, c'est un métier, on peut très bien gagner sa vie, mais voilà, il faut faire attention où on dépense et où on investit Ouais. aussi. Ouais, Même non, si. je comprends complètement. Et je pense que le fait tu avais dit avant, en fait, le fait de s'aimer pour ensuite récolter, Hmm, je pense que c'est toujours ça, en fait, qui est important, le fait de prospecter en permanence, le fait de relancer la liste chaude des prospects, donc pour justement toujours avoir des deals qui viennent et pour ne pas, pour jamais, pour tomber, enfin, pour être plus prévisible à long terme, je veux dire. hmm. Euh, je pense que ça, c'est une étape qui est importante, surtout là maintenant. En fait, qu'est-ce que tu penses en fait là maintenant avec le marché actuel? Qu'est-ce que tu penses serait différent pour toi en fait, avec si on compare avec ta première année et là maintenant? Euh, la grosse différence, donc oui, on entend les taux qui ont augmenté, on entend les acquéreurs, on entend parler des acquéreurs qui sont moins alertes sur le marché. C'est sûr, hein, la réalité, elle est là. Je vais pas inventer des chiffres ou autres. La réalité, c'est que le téléphone, il sonne moins. La réalité, c'est que bah, les prix, les vendeurs sont encore un petit peu peinés de devoir vendre parfois, j'ai pas envie de dire à perte, mais moins cher que le voisin il y a un an. Euh, et ça, il faut le faire accepter. C'est du travail de longue haleine. Il faut suivre. C'est le suivi client qui est très important dans un premier temps. Et surtout, ben, réactiver toutes les axes de rentrée de mandat. C'est la quantité de mandats qui vont faire qu'un agent aujourd'hui indépendant ou un agent IMO va performer. C'est la quantité de biens qu'il aura à proposer à ses acquéreurs. Les acquéreurs sont moins finançables. Donc les acquéreurs finançables, j'ai pas envie de dire qu'il faut les chouchouter, mais il faut leur proposer plusieurs biens. Et c'est là où je rebondis un petit peu avec le travail d'équipe, c'est que là où
quand je dis parler de quantité, c'est pas forcément la quantité de mandats qu'on a individuellement, mais c'est aussi la quantité de mandats qu'on a ensemble. voilà, dans le groupe, Hmm. au sein du réseau, pour le coup, au sein du réseau Safety, mais aussi, il faut pas hésiter, et ça, je pense que il faut pas peut-être me faire taper sur les doigts par certains, et encore, je pense pas, c'est que tout se sait dans l'immobilier, il faut pas cracher sur la concurrence parce que ben, la concurrence, les confrères d'autres réseaux ou d'autres agences, on peut travailler avec. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se ferment ces portes-là. Et quand on a un acquéreur qui nous fait confiance et qu'on a, je vais prendre l'exemple, la forêt, l'adresse, hein, je peux en citer, l'IAD, Capifrance, Mégagence ou autre, quand on sait que la personne est humaine en face, on l'appelle, le bien correspond. On fait un accord type, entre guillemets, un partage, et puis au moins on contente le vendeur et l'acquéreur, et ça permet quand même de combler ce manque aujourd'hui où, quand, il y a un an, voilà, on rentrait le mandat, on avait déjà une liste de 10 acquéreurs. Aujourd'hui, on a encore des acquéreurs, mais ils vont pas spécialement se positionner aussi vite. Donc, il faut Hmm. pouvoir leur proposer plusieurs choses. Voilà, on parle des trois biens, on parle des trois biens. Voilà, quand on fait une visite, il faut faire visiter les autres biens. C'est parfois pas simple. Donc, il faut utiliser ce réseau-là, ce réseau de mandats qui sont pas spécialement propres à nous. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir 50% de quelque chose que 100% de rien, finalement. Yes, en effet. Bah, je pense que ça, c'est un point assez intéressant parce que là aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'acquéreurs qui n'arrivent pas à acheter n'importe quelle maison. Et donc, vraiment, pour toi, en fait, du coup le truc que tu aurais fait différent pour justement, pour cette crise-là, ce serait vraiment de montrer davantage de mandats, Hmm. de faire toujours plus de prospection. Et du coup, en fait, est-ce que tu pourrais donner une structure pour un agent, par exemple, qui veut avoir plus de mandats, en fait, il n'arrive pas, en fait, à avoir plus de mandats là maintenant, une structure de prospection de la journée, par exemple, ou des méthodes de Alors, prospection, des tips. la prospection, très important, le partenariat aussi, c'est-à-dire que on m'a souvent critiqué, je vais pas donné toutes mes sources hein, forcément, mais euh, voilà, comment dire, comment expliquer ça? Donc la prospection, comme je disais, mais aussi le partenariat, le sponsoring. La moindre personne peut devenir un partenaire, peut devenir un client, peut devenir un futur collègue, peut devenir voilà quelqu'un qui va recommander. En fait, n'importe quelle personne qu'on va rencontrer dans la rue, elle peut avoir soit la casquette d'acquéreur, la casquette de vendeur, la casquette de futur confrère, de collègue, de futur recrue, Mm. ou la casquette de d'amis ou de connaissances qui va nous recommander parce qu'il y aura un feeling. Et quand on part sur ce principe-là, il faut s'ouvrir aux gens, même en prospection. Il faut pas juste, voilà, faut faire du porte-à-porte, faut faire du boitage, mais il faut prendre le temps de discuter avec les gens. Après, par la suite, on va rentrer potentiellement dans des clubs associatifs, on va commencer à discuter. Parfois, je suis vendéen, mais aller boire une bière, ça a toujours un intérêt. On va rencontrer des gens, on va aller au bar, on va peut-être discuter, on va déconner avec la table voisine. Et puis, bah, voilà, l'immobilier, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'immobilier. Ah oui, c'est pas facile en ce moment. Bah, si, enfin, jamais se plaindre de son métier. Quand on parle de son métier, il faut jamais se plaindre. Parce que Orbit, c'est redire l'image, malheureusement, ça va pas spécialement apporter Ouais. ben, voilà, des solutions ou une bonne image. Enfin, je vais prendre l'exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis retrouvé au bar avec un ancien collègue de formation quand j'ai fait mon BTS. Et voilà, en discutant, il me dit, voilà, je me dis, bah, tu fais quoi maintenant? Bah, je suis dans l'immobilier, d'accord. Ah, bah, c'est pas facile en ce moment. Bah, écoute, si, ça se vend, ça rentre, ça sort. Le métier, oui, le métier, il y a des hauts débats, mais non, moi, je suis pas à plaindre. Personnellement, je lui ai sorti ça comme ça. Il me dit, bah oui, moi j'ai ma sœur qui cherche à vendre sa maison. Ah bon? Ben ouais, elle galère. Ben pourquoi elle galère? Ben l'agent immobilier répond pas au téléphone, il fait le mort. Ok, bah écoute, on va prendre rendez-vous et puis on va voir. Donc, et voilà, j'ai récupéré un mandat comme ça m'a coûté une bière. Une bière et voilà, ça m'a coûté une soirée. Et alors, c'est sûr que c'est un métier, on décroche jamais, il faut pas jamais décrocher, toujours être en alerte. C'est compliqué sur mes premières années d'activité. Partir en vacances, je répondais quand même au téléphone, j'avais du mal à décrocher complètement. Et maintenant, le fait d'avoir une équipe, c'est plus simple, mais il faut toujours se tenir en alerte. Il y a Mm. toujours des infos à droite à gauche, comme je disais, voilà, la personne qu'on va rencontrer peut être un acquéreur, un vendeur,
un futur partenaire ou un futur quelqu'un qui va nous recommander aussi. Donc non, c'est toujours être en alerte. C'est le conseil que je donnerais sur la journée type, c'est prospection, on sort, voilà, on va naviguer un petit peu sur les réseaux sociaux, on s'ouvre aux opportunités, toujours rester ouvert. Voilà, personne, voilà, même si on fait des erreurs, c'est de l'expérience, faut pas considérer ça comme des erreurs. C'est toujours de Bah oui, l'expérience. Et yes. on s'est souvent moqué de moi en début d'activité. On me disait, tu vas partout, Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis retrouvé à animer en sortie scolaire pour un collège. Mais derrière, j'ai discuté avec les enseignants et du coup, bah voilà, j'ai rentré du mandat grâce à ça. Ça m'a coûté une après-midi aller faire un bowling avec des élèves. Bah ouais, à l'arrivée, il n'y a jamais rien sans rien. On s'aime pour récolter, c'est toujours le secret. Ça, c'est très cool. Ça, c'est des stratégies assez intéressantes que j'ai jamais entendues. C'est non, mais voilà, il n'y a jamais rien sans rien. Donc on s'aime, on récolte, on s'entoure des pas de personnes, on travaille en équipe et on se fait confiance aussi. Très important, Bah oui. faire Non, confiance. c'est très cool. Et du coup, en fait, est-ce que euh, tu pourrais m'expliquer un peu ton discours, en fait, quand tu parles à quelqu'un qui ne te connaît pas, en fait, et que bah, que tu essaies justement de prospecter. Qu'est-ce que, comment tu l'approches? Comment tu parles? Quel est ton discours, en fait? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont un peu bloqués là-dessus, en fait, qui ont un peu peur, qui savent pas quoi dire, en fait, au final. Alors, je vais être totalement transparent. La prospection physique, c'est pas ce que j'adore faire. C'est comme la pige téléphonique. D'ailleurs, la pige, je déteste ça. Je n'en fais plus. Je n'en fais pas. J'en ai rarement fait d'ailleurs. C'est un frein que je me mets tout seul. Je le sais, j'en suis conscient. Mais pour la prospection physique, je vais pas le cacher. Quand on y va, voilà, quand on se retrouve le vendredi pour aller en prospection physique, euh, bah, la première porte, elle est toujours compliquée à taper parce que on a ce frein de se dire on n'aimerait pas être dérangé. On se dit, ouais, il y a d'autres agents qui sont passés. Mais c'est toujours une question de timing, la prospection. Si on n'en fait jamais, on n'aura jamais d'infos. Mhm. Si on en fait régulièrement, on peut avoir des infos. Si on en fait tout le temps, on veut avoir des infos. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va aller frapper une porte. Moi, je me présente tout simplement, voilà, je frappe. Donc, admettons que je suis sur le secteur d'un de mes collègues avec qui, voilà, le secteur de l'EA, par exemple, qui est très reconnu parce que logiquement, quand on va sur un secteur, le conseiller, il est connu et reconnu et ça, c'est le P à bas. Sur la prospection. Parce que si vous allez prospecter sur un secteur qui n'est pas le vôtre, où vous ne connaissez pas le marché, vous ne connaissez personne, ça va être très compliqué. Mhm. Et en prospection, voilà, je vais prendre l'exemple, voilà, sur le secteur de Léa, je vais frapper, la personne va m'ouvrir, je fais bonjour, voilà, je me présente, je suis Nicolas Retailleau, je travaille avec Léa Martin. Pour le réseau Safety, on est agent indépendant. Je les rassure tout de suite. Parfois, il y a la petite blague qui passe. Je viens pas vous vendre un aspirateur ou une Bible. Ça dépend du feeling, en fonction de la personne, de la tête, on le ressent. Mhm. Et je leur dis, ben voilà, aujourd'hui, je suis à la pêche aux informations. On est à la recherche de biens à la vente voilà, pour nos clients, tout simplement. À tout hasard, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un dans le coin qui aurait un projet? Voilà, des petites infos, ou alors tout simplement vous, peut-être un projet, vous seriez intéressé par une estimation. De là, soit la personne, elle va être très, très bref, non, j'ai pas d'infos, elle va prendre le petit flyer et puis elle va fermer la porte. Soit elle va commencer à discuter, elle va dire, bah attendez, il pleut dehors, rentrez. On rentre au chaud, voilà, on commence à discuter de la pluie, du beau temps, du marché. Les gens, la première chose qu'ils vont nous dire, ah bah oui, c'est pas facile en ce moment, vous êtes beaucoup à venir frapper. Bah oui, mais si on vient frapper, c'est qu'on a de la demande. Et ça, on ne ment pas au client finalement, on ne ment pas à la personne parce qu'on a réellement de la demande. C'est pas égoïste de se dire on va prospecter parce qu'on a besoin de mandats. Si on a besoin de mandats aussi pour contenter nos acquéreurs, et même si on débute dans le métier, on n'a pas d'acquéreurs, mais nos collègues du réseau, de l'agence, je vais Mhm. parler du réseau Safety principalement parce que je les suis, mais voilà, quand nous on a l'avantage d'avoir des listes d'acquéreurs, accès aux acquéreurs de nos collègues, enfin de voir les petites notifications que nos collègues du secteur ils ont un besoin sur ce secteur-là. Donc on ne ment pas aux clients. Et l'honnêteté, ça prime sur la totalité. Et quand les gens ils sentent, quand les futurs clients ou juste les gens qu'on rencontre en porte-à-porte sentent l'honnêteté et voilà, ressentent qu'on fait pas de forcing, Mhm. ils sont beaucoup plus à l'aise. Et je vais prendre l'exemple d'hier. Voilà, je discute avec un petit monsieur, au début très froid, mais très très froid. Il y a une pause de 30 secondes. Voilà, je fais le petit speech. Voilà, je suis à la recherche de biens. Rien. 30 secondes de blanc. Moi, je me dis, bon, il a rien. Je vais lui donner le flyer, je vais repartir. Et là, il me dit,
Oui, bah Safety, je connais bien. J'ai acheté ma maison avec Safety il y a 7 ans. Ah, d'accord, avec qui? Donc là, il me donne le nom d'un confrère qui a arrêté, qui est parti dans un autre corps de métier. Oui, vous en étiez content? Bah oui, très content. Et puis il m'aurait dit qu'il en était mécontent. Bah après, voilà, c'est un métier, on est tous différents, hein. C'est pas parce qu'on fait partie de la même équipe, qu'on porte le même maillot, qu'on est la même personne aussi. Ouais. Et là, il me dit, bah oui, à côté, voilà, à côté, j'ai vu une voiture de l'agence, un tel, d'accord, ok, donc déjà une première petite info à traiter. Et puis à côté, bah, il me semble que à la fête des voisins, il parlait qu'il cherchait à se rapprocher de la côte. Ok, donc déjà deux infos à la cinquième porte. Et quand on fait de la prospection, et c'est ce que je vais conseiller, c'est de la faire à plusieurs parce que c'est beaucoup plus sympa. Et quand on fait la prospection le vendredi en équipe, on a toujours au moins une info, une estimation, ou alors voilà, une maison vide. Alors, la maison vide, c'est pas l'info la plus sympa à traiter, mais ça se traite avec un petit peu de bonne volonté. On va faire de la recherche. Mhm. Mais voilà, on a toujours des infos et puis de se retrouver après, voilà, ça rassure. Alors dans les binômes, on se sépare en binôme et en une matinée, ben, finalement, on a fait toute une commune et voilà, on va avoir une info. L'après-midi, le collègue du coin va appeler, il va prendre le rendez-vous. Ça amène peut-être à rien, mais c'est toujours quelque chose. Ah Euh, oui. et ça, c'est un petit conseil que je peux donner aux nouveaux, c'est que, voilà, je disais tout à l'heure, il n'y a jamais rien sans rien. La prospection, même estimée par, pour une info, les vendeurs, enfin, pas les vendeurs, mais les clients vont vouloir une estimation à titre indicatif. Mais derrière, ils vont peut-être être contents, le feeling va peut-être bien passer, ils vont peut-être parler aux voisins ou à la grand-mère ou à la sœur, etc. Et finalement, ben, petit à petit, ben, ça s'éparpille, le réseau grandit et l'estimation qu'on a fait il y a 6 mois va peut-être déboucher sur un mandat de la voisine dans un an. Et Mhm. un an, c'est court dans l'immobilier. Un an, c'est demain. Le temps passe très vite et c'est la problématique que j'avais rencontrée au début de l'activité, c'est que ben, j'avais l'impression de jamais avoir le temps de faire les choses. Et maintenant, j'ai trop de temps pour faire les choses. C'est parce que je bosse pas assez. Mais voilà, c'est gérer son temps, gérer la prospection, sortir de cette zone de confort qui parfois c'est compliqué, permet derrière de s'épanouir. Et voilà, c'est la prospection, la journée type. Il n'y a pas vraiment de journée type. Il faut sortir de sa zone de confort, aller frapper aux portes, rencontrer du monde, et puis ça Mhm. part, quoi, j'ai envie de dire. Ok, Ça part. ok, cool. Bah, je Je sais pense pas qu'il y a, si... il y a pas mal, il y a pas mal de valeurs en fait dans ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Du coup, le Désolé, fait je en fait, parle beaucoup, mais voilà. C'est... non mais c'est très bien en fait. Je pense que les personnes qui regardent, surtout les agents qui commencent, ils auront une meilleure compréhension de comment justement faire la prospection, comment avoir un meilleur discours, comment se présenter. Et en fait, voilà, les techniques que tu as utilisées, et je pense que ça va aider les personnes qui commencent et surtout ceux qui veulent évoluer davantage là-dessus, en fait. Et du coup, si on parle plutôt, donc tu as fait la prospection, la personne elle est intéressée, euh, comment tu vas suivre avec le R1, comment ça va se passer, quel est disons, ton script, mais je sais que c'est un peu compliqué de dire que c'est un script, je sais que ça va varier beaucoup, mais quelles sont les étapes que tu suis pour le R1 et après pour le R2 et pour justement avoir le mandat après? Alors, le R1, donc admettons, voilà, en prospection, j'ai rencontré quelqu'un qui est intéressé par une estimation. Si c'est sur mon secteur, on va partir du principe que c'est sur mon secteur. Ben, on va prendre rendez-vous, hein, tout simplement ensemble, le plus rapidement possible. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se dire, oui, bah là, on est vendredi, on va mettre vendredi prochain. Bah non, on prend le plus tôt possible parce qu'entre-temps, l'acquéreur, enfin le vendeur, pardon, il peut faire venir quelqu'un d'autre, voilà, il peut finalement changer d'avis et même s'il change d'avis par la suite, c'est pas grave, mais au moins le rencontrer. Donc on va caler vendredi. Si le samedi j'ai de la dispo, ben je vais aller faire l'estimation le samedi. Donc le R1, c'est l'estimation, c'est la découverte du projet et ça c'est le plus important, c'est que admettons qu'il ait un projet, on va partir du principe qu'il voilà, il veut une estimation parce qu'il a le projet de vente. Il a un projet de vente pour partir dans le sud de la France, par exemple. Voilà, admettons, rejoindre sa famille. Voilà, dans les grosses lignes, on va partir sur un exemple généralisé. Ça, c'est important de le comprendre parce que en fonction du projet, l'approche va être différente. Mhm. L'écoute est très importante lors du R1, c'est-à-dire qu'il y a cette phrase qu'on m'a donnée en formation
Un agent IMO et un agent indépendant a deux oreilles et une bouche pour, euh, pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. C'est un peu contradictoire avec cette interview parce que je parle beaucoup, mais en R1, voilà, c'est très important d'écouter, de comprendre, et voilà, de lui dire, moi j'ai tendance à lui dire, bon ben voilà, monsieur le vendeur, aujourd'hui, c'est vous, l'agent IMO, c'est vous qui allez me faire découvrir la maison pour l'estimation. Donc, il me fait découvrir sa maison et il va souvent être très honnête quand on lui dit ça. Il va dire, bah, voyez, là, je l'ai refait avec ma fille. La cuisine, c'est ma femme qui a choisi les couleurs. Bah, voilà, là, c'était la chambre de mon grand avant qu'il parte, je sais pas, à la fac. Et tout ça, on note tout. On note tout. Bon, bien sûr, on prend les informations standards, hein, les dimensions des pièces. On regarde où est le chauffe-eau. On regarde, voilà, les radiateurs, comment, voilà, comme on, on n'a pas un rôle, on n'est pas diagnostiqueur, mais c'est important aussi de tout regarder. Voilà, regarder s'il y a des petites traces de moisissure à droite à gauche. Voilà, bah, tiens, il y a une petite tache au plafond, monsieur le vendeur, pouvez-vous me l'expliquer? Bah oui, c'est que j'ai installé des panneaux solaires il y a 3 ans, il y a une petite fuite, c'est bon, c'est réparé, mais au moins on le sait. Mhm. Et on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. Et à la fin de la visite, voilà, moi je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai toutes les informations, je donne jamais un prix d'entrée. Et souvent, il me demande, il me dit, bah alors, à votre avis, ça vaut combien? Euh, Quand on connaît son secteur, on sait forcément, à peu près, une fourchette de 10-15 000, on va pouvoir donner une info. Mais je donne jamais de prix à l'oral pour la simple et bonne raison, c'est que le prix, j'aime bien qu'ils le comprennent et ils le trouvent eux-mêmes. C'est-à-dire que ensuite on cale un R2, donc j'essaye encore une fois que ce soit le plus rapidement possible. Donc le lendemain ou le surlendemain, sous 24 à 48 heures. Après, ben, malheureusement, quand il y a des rendez-vous notaires, quand il y a déjà des visites de prévues, c'est compliqué, mais le plus tôt possible. Et souvent avec les deux vendeurs, hein, jamais avec juste l'un des deux vendeurs, quand c'est un couple par exemple, avec madame et monsieur. Et pour le rendu, ben, voilà, je leur dis, ben, vous m'avez présenté votre maison, moi maintenant je vais vous présenter ma maison, je vais vous présenter comment je travaille et je vais vous présenter l'estimation, comment j'ai trouvé le prix. Et aujourd'hui, une estimation de base, voilà, on trouve un prix sur plusieurs critères. Le premier, ça va être les biens comparables vendus, les biens comparables invendus et les biens comparables sur le marché. Déjà, on va devoir une indicatif. Et ensuite, on va axer sur une fourchette plus ou moins haute en fonction des prestations de la maison, de la qualité énergétique, du diagnostic. Alors, s'il n'est pas fait, ben, voilà, ce sera en fonction du diagnostic. Voilà, j'explique bien que si on part sur une tranche haute, à la suite de la présentation du prix et on se rend compte que le diagnostic il est pourri, ben, il faudra revoir le prix assez rapidement. Il ne faut pas biaiser aussi l'acquéreur, il faut que tout le monde soit contenté. Bah oui. Et donc je leur présente ma maison, je leur explique entre guillemets, je leur présente l'estimation, comment je suis amené, voilà, les biens comparables, les biens. Et encore une fois, il n'y a pas le prix. Le prix, il est noté sur une petite feuille à côté. Et quand je leur montre le prix du bien, enfin, arrivé à la dernière page, le prix de leur bien, je leur dis, ben voilà, vous voyez, j'ai rien noté. Je l'ai noté à côté sur le petit papier. Je peux pas tricher. Je pose le crayon et je leur dis tout simplement, voilà, avec tous les éléments que je vous ai apportés, euh, à votre avis, votre maison, à combien on pourrait la vendre aujourd'hui? Et souvent, euh, et très souvent, ils donnent une fourchette qui est en rapport avec le papier que je retourne devant eux. Et là, ils sont contents parce que voilà, ils se rendent compte que ben, voilà, ils ont compris comment j'étais arrivé à ce bien-là. Ils ont compris comment j'ai travaillé et ensuite, ben, ils vont plus facilement me faire confiance que si voilà, j'étais arrivé en rendez-vous. Voilà, monsieur, dame, votre maison, c'est 250 000 euros. Ok, pourquoi, comment? Mhm. Bah, voilà. Et ensuite, je suis pas, je suis partisan de l'exclusivité, forcément, comme tout agent commercial et comme toute agence, mais je vais pas les forcer. Voilà, je vais leur expliquer les avantages. Ils veulent pas, bon, ben, tant pis. Mais j'aime pas me retrouver dans la, comment dire, comme je t'expliquais tout à l'heure, je me suis lancé dans l'immobilier parce que j'étais déçu de l'agence qui avait ma maison à vendre Mhm. et elle m'avait signé une exclusivité et ça bougeait pas et je veux pas réimposer la même chose. Et aujourd'hui, 90% de mes ventes, même si je force pas, c'est de l'exclu. C'est Mhm. de l'exclu.
forcément, quand on travaille en exclu, on travaille plus sereinement. Et voilà, je leur explique bien que je vais être présent pendant les diagnostics, je vais être présent voilà, pour les visites, je serai là, que les visites, c'est chez moi, avec moi, c'est au minimum 1 heure. C'est parfois assez moins, mais voilà, quand je cale un créneau de visite, c'est 1 heure. J'aime pas faire les visites à la chaîne. J'aime bien que les gens prennent le temps de découvrir la maison, se sentent, et puis ben, forcément, hein, comme tout agent commercial et comme tout agent IMO, quand on voit madame dire bah voilà, le meuble, la penderie de la grand-mère, elle irait bien ici, ben, forcément, c'est rassurant. Et je leur laisse toujours un temps ensuite pendant la visite pour qu'ils fassent leur petit moment à deux, leur petit débrief. Alors je vais dehors et puis après on discute de tout, de rien et voilà. Je suis pas du genre à prendre une offre à la première visite. Quand ils me disent c'est une erreur, sans doute. Je l'ai expérimenté il y a pas longtemps, mais voilà, ils vont me dire bah voilà, on voudrait faire une offre, d'accord. Mais écoutez, est-ce que souvent quand c'est des primo-accédants, j'aime bien leur dire bah, est-ce que vous voulez revenir avec vos parents quand même avant ou des amis bah oui, pourquoi pas. Ben voilà, on recale une contre-visite et puis là, on prend l'offre et je fais asseoir tout le monde, parents, acquéreurs, amis, et puis voilà, on discute tous ensemble. Comme je disais tout à l'heure, acheter une maison, c'est pas acheter une baguette de pain, il faut y réfléchir. Et du coup, en 5 ans d'activité, j'ai eu une seule rétractation pendant les 10 jours de battement du compromis. Et j'en suis assez fier parce que quand j'entends des collègues où voilà, ils signent des offres et puis finalement ça va jamais au bout, ben, c'est pas le but. Parce que signer une offre sur un coup de tête, c'est prendre le risque aussi de décevoir les vendeurs. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je reviens sur le projet. Les vendeurs, ils ont pour projet d'acheter une maison, ils ont pour Oui. projet de déménager, ils ont aussi leur projet de vie. Et si tout capote parce qu'on a été trop vite, parce que l'euphorie du moment, ah super, la commission, ben non. À l'arrivée, on perd du temps, on perd de la satisfaction client, on peut perdre le mandat. Donc, il faut pas aller trop vite, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de discuter, prendre le temps d'écouter et puis surtout revenir sur le projet des vendeurs. Et ça, c'est important. Au R2, je reparle de leur projet. Et j'ai peut-être reparlé, ben voilà, bah oui, la chambre de votre fils qui est là, elle est bien valorisable. Enfin, votre fils qui est parti à la fac. Et du coup, il se rend compte que j'ai bien écouté. Et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, beaucoup d'agents co et d'agents, enfin, d'indépendants et d'agents IMO, c'est qu'ils vont trop vite, ils signent le mandat au R1 et derrière, bah, s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'écoute, Ouais, dommage je quoi. vois. Dommage. Après, voilà, encore une fois, c'est ma philosophie, c'est ma façon de travailler. Mhm. Je vais pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise façon, mais il faut trouver sa façon de faire et voilà. Voilà ma façon en tout cas. Moi, j'aime bien en tout cas. Moi, j'aime bien le fait de. Bah, je vois justement que tu essayes toujours de prendre déjà les informations avant quoi que ce soit, de comprendre vraiment le pourquoi de vendre le bien. Vraiment, c'est pour voir en fait si tu peux l'aider au final les agents, enfin les personnes. Et je pense que ça, c'est le plus important dans ton discours. Euh, donc, comme tu m'as dit, justement, de bien écouter, de bien savoir ces informations-là. Et surtout, je pense que comme tu as structuré, moi, je l'ai suivi et je pense que les personnes qui regardent et qui suivent ça, ils vont pouvoir comprendre en fait que c'est logique la manière que tu fais. Justement, le fait de, OK, bah, pour les R2, le fait de demander en fait combien est-ce qu'ils pensent avec toutes les informations que tu as fournies et ensuite de montrer le prix que tu as estimé, je pense que ça pourrait vraiment aider en fait les agents qui le font pas comme ça en fait. Parce que ça va donner une autre perspective aux vendeurs et pas juste le fait, ouais, c'est l'estimation, elle est là, euh, comme tu m'as expliqué en fait. Et j'ai envie de revenir sur quelque chose, ne pas hésiter, enfin, du moins quand on commence dans le réseau, dans n'importe quel réseau, les premières estimations, pas hésiter à demander de l'aide. Alors après, c'est vrai que moi, je fournis l'aide à mon équipe et gratuitement, entre guillemets, parce que voilà, je suis comme ça. Je sais qu'il y a des confrères qui fonctionnent différemment, où je vais t'accompagner sur un rendez-vous, je vais prendre 20% de la com. Bah, tant pis, 20%, c'est pas grave. Vaut mieux être sûr de son Pour les estimation, premières, au du prix qu'on moins, va ouais. donner, au moins pour la première, même les premières visites. Enfin, même si on a des formations, dans tous les, enfin, chez Safety, on a des super formations, mais c'est pas une tare de demander de l'aide et si ça peut éviter de perdre le mandat, ben voilà, tant mieux. Et ça peut rassurer aussi les acquéreurs, enfin les vendeurs, pardon, et même les acquéreurs hein, pendant la première visite. Quand on Mhm. arrive, on ne sait pas trop comment faire, même si on a suivi les formations. C'est comme quand on débute n'importe quel métier, faut prendre le coup de main, faut prendre le discours, faut s'adapter, faut écouter. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide.
d'être accompagné. Et ça, c'est important. Yes, bah, je pense que ça, en fait, c'est le fruit d'un travail d'équipe, comme tu as expliqué au tout début. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça a plein de valeur. Je pense que surtout les agents qui entendent ça, en fait, ils vont l'appliquer dès la prochaine estimation, dès la prochaine visite. Ils vont pouvoir être contents là-dessus. Pour finir, j'ai toujours deux questions que j'aime bien demander. Première question. C'est si tu devrais tout recommencer depuis le début, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Plus de prospection, j'ai envie de dire. Plus de prospection. Ouais, plus de prospection et ben, être un petit peu plus honnête, acquéreur et vendeur, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ne pas essayer de contenter les deux parties. Parce que quand voilà, les vendeurs vont dire noir et les acquéreurs vont dire blanc, ben, c'est pas gris. Il faut dire les choses. Et j'avais tendance à, malheureusement, voilà, je prends un exemple que j'ai eu, un robot de piscine, les vendeurs voulaient pas le laisser, les acquéreurs voulaient le laisser. Bah, ouais, ça me faisait chier parce que les acquéreurs le voulaient, les vendeurs voulaient le garder. Et du coup, j'étais un petit peu dans l'embarras et voilà, dire les choses directement aux acquéreurs. Je pense que ouais, ça, j'aurais peut-être changé ça. J'aurais été un petit peu plus direct. Après, c'est compliqué d'être direct quand on démarre parce qu'on a envie de contenter tout le monde, on a envie d'y arriver et on est trop gentil. Mais ouais, faut doser le fait d'être trop gentil, peut-être. Ok, ok, je vois, je vois. Et surtout, je pense que ça, c'est aussi un travail de vente au final, si j'ai bien compris. Le fait de persuader l'acheteur, ah, bah, en fait, ça, c'est pas un vrai problème au final. C'est une objection, disons, mais logique, que c'est facile à résoudre. Quand tu as parlé justement du fait de couper l'herbe pour acheter le bien, je trouve que ça, c'est une objection un peu, tu vois. C'est bateau, effectivement, mais parfois, Mais au euh, début, justement, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. voilà. C'est compliqué d'arriver à faire la part des choses et Yes. de voir qu'une problématique n'est pas vraiment une problématique, c'est parfois une broutille, quoi. Mais bon, quand on débute, c'est Yes. compliqué. Yes. Bah, la dernière question, c'est vraiment qu'est-ce qui. Moi, je demande ça et normalement, ça prend un peu de temps de réflexion. Qu'est-ce que toi, en fait, tu sais qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre? Alors, ça a saccadé, excuse-moi, je te Pas de redemande souci. de reposer la question. Alors, en fait, qu'est-ce que tu sais qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre? Qu'est-ce qui est vrai et qu'on refuse d'admettre autour de moi? Euh, dans le métier en règle générale, Oui. euh, ben, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est s'ouvrir aux autres, aller vers les gens. Il n'y a jamais rien sans rien. Je peux donner un exemple concret. J'ai l'un de mes filleuls, Donovan Agostini, qui performe aussi aujourd'hui, quelqu'un qui, de base, et c'est assez contradictoire, n'aime pas les gens. Il aime pas aller parler à des inconnus. Et c'est con hein, quand on y pense hein, dans un métier comme le nôtre. Mais aujourd'hui, il change parce qu'il a vu que moi-même, en allant, comme je disais tout à l'heure, dans un collège accompagné pour une sortie bowling, bah, ça finit par payer. En fait, ça finit par apporter. Et ça, c'est réel. C'est le temps qu'on va apporter aux gens, on va semer et à l'arrivée, ça finit toujours par payer. Et voilà, même mon entourage proche, parfois, me disent, Nicolas, pourquoi tu fais ça? C'est con, ça va jamais rien t'apporter, tu perds du temps. Et puis, ben, 6 mois après, ça apporte quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, 6 mois dans l'immobilier, c'est demain. Bah oui, bah oui. Et moi, Surtout. c'est demain. Donc, voilà, ça, je pense que je vais valider cette réponse. Mais voilà, ne pas avoir peur d'aller vers les gens parce que ça finit toujours par payer. Yes. Bah, j'adore ça, j'adore ça. Bah, merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Ben, Euh, merci beaucoup. et pour tous ceux qui veulent suivre un peu plus ce que Nicolas a fait, comprendre aussi comment il peut vous aider à développer vous-même, en fait, en tant qu'agent immobilier également au sein de Zafti. Je vais laisser le lien, en fait, en description. Je pense que je vais mettre Facebook, Instagram, enfin, tes moyens de contact. Ça Euh, marche. et voilà, en fait, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Je pense que beaucoup d'agents, ils auront pas mal de bénéfices avec ce qu'ils ont entendu ici.
Donc, je te remercie et par une prochaine. Bah, avec plaisir, merci beaucoup. C'était très intéressant, très sympa. Et puis, ben, voilà, n'hésitez pas, si jamais même les gens veulent me contacter en direct pour échanger avec moi, il n'y a aucun problème, j'adore ça. Et voilà, merci encore à toi d'avoir pris le temps. Pas de C'est souci. cool. C'est un plaisir.